On a vu dans la section précédente qu'il existe des cellules de Salenki qui permettent de réaliser essentiellement tous les types de filtres d'ordre 2. Toutefois, on a aussi vu que cette topologie présente certains inconvénients, notamment pour la réalisation de filtres dont le Q est élevé. Alors, il faut savoir qu'il existe de très nombreuses autres topologies pour la réalisation de cellules d'ordre 2, et en particulier, certaines de ces topologies sont mieux adaptées à la réalisation de filtres dont le facteur de qualité est élevé. Alors dans le reste de cette section, je vais parler des filtres actifs d'ordre 2, au moins à variable d'état. La raison essentielle est que ça me permettra d'introduire la notion de variable d'état que vous rencontrerez souvent dans la suite de votre parcours en génie électrique. Je présenterai brièvement quelques autres topologies possibles pour réaliser des biquads. Et enfin, je prendrai un peu de temps pour revenir sur les filtres notch ou coupe-bande d'ordre 2. Alors, le circuit montré ici sur cette diapositive est un filtre qu'on appelle la variable d'état. Alors à première vue, ce circuit avec ses trois ampliopes est plus complexe qu'une cellule de Salenki. En fait, on va voir que ce circuit réalise non pas un seul filtre comme les circuits de Salenki, mais trois, à savoir simultanément un passe haut, un passe bas et un passe bande, d'où le nom de filtre universel qu'on utilise parfois pour cette configuration. Alors on obtient les différents filtres suivant l'endroit où on va prendre le signal de sortie. Ici, le signal d'entrée est dénoté ici. Si par exemple je prends la sortie de mon circuit ici, alors la fonction de transfert VHP divisée par VI est celle d'un passe haut. Si je prends ma sortie ici maintenant, je vais obtenir la fonction de transfert d'un passe bande. Et si je prends ma sortie ici à droite, je vais obtenir la fonction de transfert d'un passe bas. Alors en pratique aujourd'hui, les ampli-op ne sont pas des composants chers et donc on peut réaliser les filtres universels à peu près au même coût que les filtres de Salenki. D'autre part, ces filtres avec leurs trois sorties peuvent offrir une flexibilité intéressante et ils permettent aussi de réaliser des filtres d'ordre 2 avec des facteurs de qualité très élevés. Alors en fait, il est aussi possible avec un quatrième AO de réaliser le dernier filtre manquant, à savoir un coupe-bande. Et on trouve facilement dans le commerce des circuits intégrés qui incluent 4 ampli-op sur une seule puce et qui permettent donc de réaliser ces filtres universels avec 4 filtres en un. Alors le but des diapositives suivantes maintenant est de comprendre le fonctionnement de ce circuit plus en détail. Alors il y a déjà certains sous-circuits qu'on peut reconnaître immédiatement, en particulier ici et ici, on a deux intégrateurs. Alors ces intégrateurs sont ce qui permet de passer de la fonction de transfert d'un passe haut à celle d'un passe bande puis d'un passe bas. Et enfin ici à l'entrée, on a en fait un espèce de sommateur modifié. Alors on va voir que ce circuit permet en fait d'implémenter le schéma bloc représenté ici. Alors ce schéma bloc, à gauche on a le signal d'entrée VI, à droite ici VO et le signal de sortie du passe-bas. Alors comment peut-on voir que ce schéma bloc implémente bien un passe-bas? Eh bien j'écris ici la fonction de transfert VO sur VI comme étant celle du passe-bas sous sa forme normalisée. De manière équivalente, en faisant passer ici le dénominateur à gauche, j'obtiens l'équation équivalente S sur oméga 0 carré V0 est égal à VI moins V0 moins 1 sur Q S sur oméga 0 V0. Okay, donc ces deux équations sont complètement équivalentes. Par contre, cette équation ici à droite peut se lire directement sur le schéma bloc. En effet, on lit ce schéma bloc de droite à gauche. Si VO est le signal ici, alors le signal juste devant ce bloc intégrateur ici est moins S sur oméga 0 V0. Ici, j'ai un deuxième bloc intégrateur. Le signal juste avant, ici, est égal à S carré sur oméga 0 carré V0. En effet, si je prends par exemple moins S sur oméga V0 et que je le multiplie par la fonction de transfert moins oméga 0 sur S, j'obtiens bien V0.
Si je prends S2 sur oméga 0 carré V0 et que je le multiplie par la fonction de transfert moins oméga 0 sur S, j'obtiens bien moins S sur oméga 0 V0. Or maintenant on voit que ce terme ici est égal à celui-ci, ce terme ici est égal à celui-ci, et avec l'entrée ici qui est égale à un sommateur avec deux signes positifs et un signe négatif, j'obtiens bien que ce signal ici S carré sur oméga 0 carré V0 est égal à la somme, à la combinaison linéaire des différents signaux qui arrivent dans le sommateur, donc est égal à VI, que j'obtiens bien ici, moins V0, que j'obtiens par cette branche, moins V0, moins 1 sur Q S sur oméga V0, que j'obtiens en prenant ce point-ci et en le multipliant par 1 sur Q. Donc en conclusion, on a montré que ce schéma bloc ici implémente bien la fonction de transfert normalisée de notre passe-bas. Maintenant, ce schéma bloc est essentiellement la même chose que le circuit précédent. On voit en particulier ici qu'il implique deux intégrateurs, ici et ici, et puis un espèce de sommateur, sauf que les signes ne sont pas tous les mêmes, donc il y a deux signes plus et un signe moins. Et ce bloc ici est réalisé par le premier ampli-op du circuit. Alors à cause des signes qui sont différents, on a des signes plus et des signes moins, ce sommateur n'est pas exactement le même sommateur inverseur qu'on avait vu dans la classe numéro 2, mais un circuit qui suit essentiellement le fonctionnement du circuit présenté ici. Alors je vous propose pour ce circuit de l'analyser chez vous. Par exemple, vous pouvez le faire par le principe de superposition pour montrer que la tension de sortie VO ici est égale à moins RF sur R1 V1 moins RF sur R2 V2 plus un certain coefficient fois V3. Alors notez ici qu'on a bien des signes différents avec le signe moins ici et puis le signe plus. Alors réinterprétons maintenant le circuit à la lumière du schéma bloc précédent. On va lire ce circuit de droite à gauche. À droite, on va montrer que ce VLP ici est bien la sortie du passe-bas. Ici, j'ai un intégrateur et donc VBP ici est égal à moins S sur oméga 0 VLP. Alors le oméga 0 ici est égal à 1 sur RC, et ça vient directement de l'analyse qu'on avait fait de l'intégrateur. VLP est égal à moins oméga 0 sur S VBP. De la même façon, donc VHP ici est égal à moins S sur oméga 0 VBP, et donc est égal à S carré sur oméga 0 carré VLP. Alors il reste maintenant l'ampli-op d'entrée ici, qui fait une combinaison linéaire des signaux d'entrée. Alors un de ces signaux est le voltage à ce point-ci, qui, comme on le voit immédiatement par un diviseur de tension, est égal à R1 divisé par R1 plus R2 VBP, donc la tension ici. Donc je vous laisserai vérifier chez vous comment à l'étage d'entrée, ici, on obtient bien pour VHP la combinaison linéaire moins VI moins VLP, le signal ici, plus ce coefficient multiplié par VBP. Et pour ça, il vous suffit de retourner à la diapositive immédiatement précédente et d'identifier les deux circuits. Alors pour conclure, il suffit maintenant de remplacer VHP par S carré sur oméga 0 carré VLP, ici, de remplacer VBP par moins S sur oméga 0 VLP, d'identifier ici le bon coefficient pour l'appeler 1 sur Q, et on obtient bien à la fin une équation qui caractérise exactement la fonction de transfert VLP sur VI du passe-bas normalisé. Alors il y a quelques petites différences par rapport au filtre normalisé. Pour le passe-bas en particulier, on a un signe moins, donc c'est un passe-bas inverseur, ainsi que pour le passe-haut.
Et puis pour le passband, on n'a pas un gain de 0 dB à la pulsation de résonance, mais on a un gain Q. Donc vous pourrez vérifier ça chez vous en exercice. Alors pourquoi utiliser des filtres à variable d'état plutôt que par exemple des cellules de Salenki? Tout d'abord, on voit dans la diapositive précédente que le facteur de qualité Q ne dépend que du rapport de résistance R2 sur R1. Alors en général, des quantités qui varient en fonction du rapport de résistance présentent une sensibilité faible aux variations, en particulier en circuit intégré, essentiellement parce que si par exemple la température augmente, les résistances changent de la même façon, donc le rapport ne bouge pas. Les paramètres oméga 0 et Q sont réglables indépendamment avec des composants différents. On n'a aucun problème de perte de stabilité possible ici. Et par rapport à la configuration de Salenki en gain unitaire qui n'avait pas non plus de problème de stabilité, eh bien ici on n'a pas de problème de devoir avoir des composants de taille très différentes. Alors en pratique, on utilise effectivement ce type de filtre à variable d'état pour obtenir des facteurs de qualité possiblement de plusieurs centaines. Alors parmi les inconvénients, il y en a un évident que j'ai déjà mentionné et qui est le fait qu'il utilise plus d'ampli op. Alors dans cette dernière diapositive sur les filtres à variable d'état, je voulais revenir sur la notion de variable d'état pour expliquer un peu le nom de ce filtre. En même temps, ça va déjà me permettre d'introduire l'idée qu'on va utiliser au prochain cours pour décrire les filtres à variable d'état d'ordre n, alors qu'ici on s'est restreint au cas de l'ordre 2. Alors depuis Math 1115, ou en relisant les notes que je vous ai fournies de rappel sur les équations différentielles, vous verrez que la fonction de transfert VO sur VI est égale à 1 sur S sur oméga 0 carré plus 1 sur QS sur oméga 0 plus 1 correspond immédiatement à l'équation différentielle ordinaire d'ordre 2 écrite ici. Donc 1 sur oméga 0 carré, le S2 donne une dérivée seconde par rapport au temps de V0, plus 1 sur Q oméga 0 d de V0 sur dt, plus V0 est égal à VI. Donc ça, on peut le voir immédiatement en faisant passer le dénominateur ici à gauche et en interprétant S comme la dérivée temporelle. Ensuite, vous vous rappellerez aussi que toute dérivée d'ordre 2 comme ceci peut se mettre sous la forme d'un système d'équations différentielles d'ordre 1. Alors pour ça, j'introduis deux variables, x1 et x2, avec x1 est égal à mon signal de sortie VO et x2 est égal à la dérivée de VO. Donc en particulier, par définition, la dérivée de x1 est égale à VO point, c'est-à-dire est égale à x2. Que vaut la dérivée de x2? Maintenant, la dérivée de x2, c'est égal à la dérivée seconde de VO. Et la dérivée seconde de VO, ici, par cette équation, est liée à la dérivée de VO, c'est-à-dire à x2, et à VO, c'est-à-dire à x1. Donc cette équation ici se transforme immédiatement dans la nouvelle notation en cette équation ici. Alors ce sont ces variables x1 et x2 qui sont dites variables d'état du système. Alors pourquoi variable d'état? Essentiellement parce que connaître x1 à l'instant tau et x2 à l'instant tau et connaître l'entrée de notre système VI pour tous les instants après tau est suffisant pour décrire l'évolution du système pour tous les temps après tau en intégrant ici ce système d'équations différentielles. Et donc c'est pour ça qu'on dit que x1 et x2 représentent l'état de notre système et concrètement ici il comprend le signal de sortie et ses dérivées. Alors ces variables d'état se retrouvent aussi sur le schéma bloc. La variable x1 est égale à v0 et se retrouve à la sortie et la variable x2 au coefficient oméga 0 près se retrouve ici juste devant le dernier intégrateur. Alors on verra au prochain cours qu'en rajoutant ici des étages supplémentaires,
qui comprennent de la même façon des intégrateurs supplémentaires. On peut réaliser des filtres à variables d'état d'ordre supérieur et essentiellement n'importe quelle fonction de transfert qu'on désire. Alors en conclusion ici, je vous propose de concevoir un filtre à variable d'état avec une spécification sur le passeband de ce filtre. Donc on demande que ce passeband soit centré à 1 kHz, qu'il ait une bande passante avec ses fréquences de coupure à moins 3 dB de largeur 10 Hz. Et on demande alors quel est le gain de ce filtre à la fréquence de résonance. Et vous vous rappellerez que j'avais dit que ce gain est égal à Q, donc ça revient à calculer le facteur de qualité de ce filtre. Alors après Salenki et les filtres à variable d'état, voyons encore rapidement quelques autres exemples de réalisation de filtres d'ordre 2 ou biquadratique. Alors ici, il ne s'agit pas vraiment d'aller dans les détails de ces architectures, mais simplement de mentionner qu'il existe de très nombreuses topologies possibles et que ces topologies ont différents avantages et inconvénients, et qu'une application particulière pourra vous demander de mettre en balance et d'étudier plus précisément ces avantages et ces inconvénients. Donc sur cette diapositive, je vous donne ici quelques noms de filtres du second ordre autres que Salenki. Vous pouvez consulter les références que je vous ai données à différents endroits sur le site de cours pour avoir plus d'informations. Alors en général, quand même, pour réaliser ces cellules d'ordre 2 dans une synthèse cascade, vous allez utiliser un des circuits de topologie standard. Vous n'allez pas réinventer votre propre circuit ici. En effet, ces topologies ont été retenues par les ingénieurs au cours du temps pour leurs bonnes propriétés, par exemple parce qu'elles ont une bonne sensibilité aux variations des composants. Alors d'une manière générale, on peut classer quand même ces topologies suivant le nombre d'ampli-op qu'elles utilisent. Alors les circuits qui ont un seul ampli-op en général donc, vont coûter légèrement moins cher, mais ne sont utilisables que quand le facteur de qualité demandé pour l'étage est relativement faible. Relativement faible ici veut dire de l'ordre de 10, comme on avait vu avec les filtres de Salenki. Si on veut réaliser des étages avec des facteurs de qualité plus élevés et qui sont robustes quand les composants varient, alors en général on utilisera des topologies qui utilisent plus d'ampli-op. Ces topologies vont aussi peut-être avoir d'autres avantages en termes par exemple de facilité de réglage des paramètres oméga 0 et Q. Alors je vais juste donner ici deux exemples. Tout d'abord une topologie utilisant un seul ampli-op comme Salenki. Alors ce filtre ici est un filtre passband dit de Lianis-Friend. Et vous pourrez montrer que sa fonction de transfert VO sur VI est donnée par la formule ici en analysant le circuit. Et donc on peut exprimer la pulsation de résonance et le facteur de qualité en fonction des valeurs des composants R1, R2 et puis C qui est les valeurs des condensateurs. Alors encore une fois ici, pour réaliser des facteurs de qualité élevés, il faudra des résistances R1 et R2 très différentes parce que le rapport R2 sur R1 ici est proportionnel à Q carré. Alors d'autre part, ce filtre n'est pas normalisé dans le sens où il a un gain à la pulsation de résonance égale à 2Q carré. Et donc si on voulait diminuer ce gain, on peut utiliser la méthode d'une diapositive précédente en remplaçant R1 par une résistance R1' et une autre R1 seconde reliée à la masse. Enfin, un autre exemple maintenant pour un filtre dont la topologie utilise plusieurs ampli-op. Alors ce circuit est dit filtre de Tau-Thomas. Un peu comme le filtre à variable d'état, il permet de réaliser plusieurs filtres simultanément. Par contre, avec cette architecture, on n'a pas le filtre passe-haut, on a seulement un passe-bande et un passe-bas. Vous reconnaîtrez encore une fois ici au milieu un intégrateur et vous pouvez suivre l'analyse que je donne ici
pour montrer que effectivement VLP sur VI est égal, donne la fonction de transfert d'un passe-bas avec un gain supplémentaire R5 sur R1. VBP sur VI donne la fonction de transfert normalisée d'un passe-bande avec un gain supplémentaire moins R2 sur R1. Ce passe-bas et ce passe-bande ont les mêmes paramètres oméga 0 et Q qui sont donnés ici en fonction des valeurs des composants du circuit. Donc à titre d'exercice, encore une fois, vous pourrez concevoir un filtre de Thomas avec la spécification donnée ici sur le passe-bande. Alors pour finir, je voudrais parler un peu plus des filtres coupe-bande d'ordre 2, aussi dit filtre notch ou à encoche. Alors un filtre coupe-bande d'ordre 2 est de la forme montrée ici. Notez que pour cette fonction de transfert, si je ne regarde pas le gain alpha plus bêta ici, donc pour cette fonction de transfert ici, le gain à basse fréquence tend vers 1 et le gain à haute fréquence tend vers oméga 0 carré sur oméga z carré. Donc on a des gains finis à la fois aux basses fréquences et aux hautes fréquences. Par contre, si au numérateur ici je remplace S par J oméga, j'obtiens moins oméga carré divisé par oméga z carré plus 1. Et donc le numérateur s'annule quand oméga est égal à oméga z. En effet, cette fonction de transfert a bien deux zéros. Ces zéros se trouvent sur l'axe des imaginaires au point plus et moins J oméga z. C'est cette annulation du gain à la fréquence ou à la pulsation oméga z qui donne son nom d'encoche au filtre. Sur cette diapositive, j'explique aussi comment on peut réaliser un filtre notch en faisant une combinaison linéaire des sorties d'un filtre passe-bas et d'un passe-bande. Alors ici, j'ai la fonction de transfert d'un passe-bas normalisé. Ici, la fonction de transfert d'un passe-bande normalisé. Et si je réalise la combinaison linéaire suivante, alpha 1 moins le passe-bande plus bêta le passe-bas, je vais obtenir un numérateur ici qui est de la forme que je cherche, essentiellement S2 plus une constante. Et après normalisation, je peux le remettre sous la forme désirée ici. Donc on peut choisir en particulier les coefficients alpha et bêta pour placer le 0 à j oméga z, là où la valeur oméga z à la valeur qu'on veut par rapport à oméga 0. En particulier le rapport ici bêta sur alpha peut être négatif et dans ce cas-là oméga z sera inférieur à oméga 0. Donc si je peux réaliser un filtre notch par une combinaison linéaire d'un passe-bas et d'un passe-bande, et ben, en termes de circuit, ça veut dire que par exemple, on peut rajouter un quatrième ampli-op à un filtre universel pour implémenter cette combinaison linéaire des sorties passe-bande et passe-bas. Alors on classifie les filtres notch ou les filtres à encoche d'ordre 2 en trois types, suivant la position de oméga z par rapport à oméga 0. Le coupe-bande standard ou symétrique à oméga z est égal à oméga 0, donc ici bêta est égal à 0. Et sa réponse en magnitude est montrée ici. Alors comme l'axe des Y ici est en décibels, le fait que le gain s'annule nous donne une encoche ici qui tend vers moins l'infini en décibels. Dans le cas où ici le coefficient bêta, bêta sur alpha est positif, on obtient un oméga z qui est supérieur à oméga 0 et le coupe-bande dans ce cas-là s'appelle un coupe-bande passe-bas. Alors la raison pour ça est essentiellement sa réponse en magnitude qui est montrée ici, où on voit que le filtre, en plus d'avoir une encoche, laisse passer les basses fréquences plus que les hautes fréquences. Toutefois, à la différence d'un vrai passe-bas, on se rappellera que le gain ici ne tend pas vers 0 à haute fréquence. Dans le cas ici où bêta sur alpha est négatif, on obtient oméga z inférieur à oméga 0. Et dans ce cas, le coupe-bande s'appelle un passe-haut. Et la raison, encore une fois, est la réponse à magnitude qui est montrée ici.
où on voit que les hautes fréquences passent plus que les basses fréquences. Alors en termes de réalisation de filtres classiques, ces filtres notch sont nécessaires en fait à la réalisation des filtres elliptiques qui ont des zéros dans leur bande d'arrêt. Alors sur cette diapositive, à titre d'exercice, je vous demande de repartir de la réalisation de Thomas d'un filtre biquadratique et de rajouter un ampli-op pour prendre une combinaison linéaire de la sortie passe-bande et passe-bas afin de réaliser un filtre notch.